Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur, resté entre la vie et la mort. Mais nous ne nous arrêtons pas. Nous poursuivons. Fidèle au poste. Exactement. Non, ça va bien, bien évidemment. Il reviendra dès que sa mère arrêtera de lui donnera l'autorisation d'aller jouer avec ses amis. Exactement. Alors, trêve de LOL, mon cher Polydomso. Tous les jours, c'est les Triple C's. Et pour ces Triple C's, nous répondons à vos questions. Vous pouvez les envoyer donc en commentaire de la vidéo YouTube. Si vous écoutez le podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et j'en passe, Stitcher, tout ça, vous pouvez nous envoyer un message sur podcast@lasueur.com ou alors sur Instagram par DM @lasueur. Bien, mon cher Polydomso, aujourd'hui nous avons reçu une question sur Instagram d'Arab Sky 0. Salut la team La Sueur. C'est deux questions en une finalement. Pensez-vous que Tony Ferguson est le seul à pouvoir battre Khabib dans la catégorie lightweight? Sinon, qui? Ah oui, c'est donc une double question parce que c'est. C'est double question même parce qu'ensuite il y a une autre question. Ouais, d'accord, ok. Enfin, alors le seul à battre. Enfin, c'est compliqué, de répondre comme ça parce que ça voudrait dire qu'on a une certitude. Sur ce qui va se passer contre Ferguson pour ensuite enchaîner sur la deuxième question qui est sous-jacente quelque part. Mais je pense que Tony Ferguson a d'énormes atouts et d'énormes armes à faire valoir contre Khabib. Et je pense bien évidemment qu'il n'est pas le seul à avoir ces armes. Après, il est le seul qui est dans la on va dire qui a la chance d'avoir un match booké contre Khabib, parce que maintenant Khabib c'est une star, c'est un super combattant. C'est pas du tout, je suis pas en train de sous-entendre que Khabib veut pas combattre certaines personnes, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que maintenant il va combattre une fois par an au grand max, quoi. C'est parce que il a atteint un tel statut qu'on ne peut pas le refaire combattre 3 fois par an, et donc du coup il y a que. C'est uniquement des super fights, il peut plus être à un niveau Demetrius Johnson où il enchaîne avec les simples contenders. C'est ça, c'est qu'il a atteint un tel niveau de célébrité, et c'est super, hein, c'est génial pour un combattant d'arriver à ce statut-là, c'est-à-dire que tu as vraiment réussi ta carrière quelque part, donc c'est très très bien. Le problème évidemment, c'est que je pense que il y aura pas beaucoup d'élus en fait qui pourront le combattre. Parmi ces élus, Tony Ferguson, c'est très intriguant parce qu'il a comme je dis, plein d'armes à faire valoir. Maintenant, je suis persuadé, la catégorie lightweight étant une des catégories les plus relevées, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont probablement des armes à faire valoir contre Khabib aussi. Ça c'est certain. Moi, je pense personnellement que j'ai très peur pour Tony Ferguson. J'ai vraiment très peur, notamment sur le début du combat, parce que j'ai regardé il y a quelques semaines le combat contre Kevin Lee. Le ground and pound de la fin du premier round est terrifiant. Vraiment, ça m'a. Et puis, toujours la même chose avec Kevin Lee, hein. Clairement, on se dit si le mec ne gasse pas, qu'est-ce qui serait arrivé à Tony Ferguson? Et c'est vraiment ça, moi, qui me fait un petit peu peur. Mais d'un autre côté, c'est aussi le style de Tony Ferguson qui fait que les mecs, au bout d'un moment, finissent par lâcher. Mais au-delà de Tony Ferguson, moi, j'aimerais vraiment beaucoup voir Gaethje contre. C'est le choix qui vient en second en général. Hein. C'est très bien d'ailleurs parce que Gaethje, pendant un moment au début, en tout cas quand il arrivait à l'UFC, c'est-à-dire pas au début de sa carrière, mais au début de sa carrière à l'UFC, on a eu une petite crainte que finalement il passerait peut-être à côté des occasions. Pareil, là il est dans la conjonction, les étoiles sont alignées. S'il attend patiemment et que tout se passe bien, normalement il devrait pouvoir être en lice pour un combat pour le titre. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Et effectivement, alors c'est pas les mêmes armes qu'il a, hein, Justin Gaethje, mais il représente un test intéressant aussi. Moi, personnellement, j'adore Gaethje. Hein, les gens savent que j'adore Gaethje, mais je trouve qu'il est, j'ai moins d'impatience à voir Gaethje combattre Khabib que Tony Ferguson combattre Khabib. Moi, j'aimerais bien quand même Gaethje, parce que dans les transitions, je pense qu'il serait vraiment intéressant, tu vois. Ouais, mais alors moi, en fait, le truc, c'est en y réfléchissant bien sur cette question, c'est évidemment, sur le papier, Gaethje, il y a plein d'armes
qui sont intrigantes et on se dit ça pourrait marcher, ça pourrait être un match-up vraiment. Mais est-ce qu'il aura le QI combat pour appliquer tout ça? Et c'est ça, et aussi finalement il y a beaucoup d'inconnus. C'est-à-dire en gros on dit ouais c'est un excellent lutteur, on l'a pas vu beaucoup lutter. Il a un excellent background en lutte, mais ça veut pas forcément dire que c'est le meilleur des lutteurs au sol, le meilleur des lutteurs concrètement, c'est ça que je veux dire. Et le grappling sur son dos, moi j'ai pas mémoire de l'avoir vu sur son dos. Donc je ne sais pas ce qu'il vaut dans ces positions-là. Et en fait, ça peut être un énorme révélateur parce que s'il n'a pas été testé sur ces domaines-là du combat et que c'est les domaines de spécialisation finalement de Khabib, de te mettre dans ces positions-là. Et s'il est vraiment non testé et complètement, on va dire, non vétéran dans ces domaines-là, le combat finalement peut se révéler être très décevant. D'une certaine manière et encore je trouve que Dustin Poirier avait déjà montré plus de choses dans ce domaine-là, mais comme Dustin Poirier finalement, où Dustin Poirier il arrivait avec un super momentum, il y a beaucoup de gens qui se disaient il a peut-être mis tous les trucs bien en position et c'est un très bon lutteur, il s'entraîne chez Etiti, donc il a de bons sparring partners en lutte, il est bon, il est complet et il a un pouvoir de chaos, ça peut être vraiment un truc très intéressant contre Khabib et finalement il a été complètement dépassé au sol. Et donc il s'est fait rouler dessus et donc j'ai un peu la même crainte avec Geji parce que justement ça c'est inconnu, c'est juste en fait on sait pas, tandis que Tony Ferguson franchement il est élite au sol et ça on le sait, il a combattu des mecs excellents, je veux dire Kevin Lee certes, Kevin Lee passe la garde et tout, mais bon c'est Kevin Lee qui perd le combat quand même. Je veux dire, moi je veux bien tu vois qu'il y ait le moment où il passe et qu'il est en monte et qui fait vraiment mal finalement à Tony Ferguson, mais Tony Ferguson sur ses derniers combats il y a toujours un moment où il est en difficulté plus ou moins et après là ce premier round il se prend un knockdown et ensuite il y a la mount et il est vraiment pas sauvé par la cloche, mais c'est vrai que mine de rien, c'est pile sur la fin du round. C'est un peu ouais, mais bon, ça c'est une façon de voir les choses, mais l'autre façon c'est de se dire, il était dans le pire, il s'est pris le pire possible et il est revenu derrière. Et puis mine de rien, tu vois, sur le deuxième round et tout, au sol, et après il n'y a plus de risque, quoi. Il n'y a plus vraiment de menace. Et c'est lui qui attaque constamment. Bon après, ça c'est un peu la spécificité de Kevin Lee qui nous a refait ça, c'est que dès qu'en fait les choses ne vont pas dans son sens, il a tendance un peu à craquer mentalement. J'ai l'impression, en tout cas, c'est assez rageant avec Kevin Lee. Là, il nous l'a refait contre Oliveira. Quand ça passe pas, quand ça veut pas, je sais pas, il y a un truc, il y a un switch qui se fait. Pareil contre Dos Anjos, c'était un peu similaire. Donc, voilà, il avait été un peu précipité aussi contre Tony Ferguson. Mais bon, donc du coup, Tony Ferguson, au moins, on peut dire qu'il a combattu des gars, des lutteurs élites. Parce que par exemple, aussi également, ce qui me vient en tête, c'est son match. Moi, le match qui m'inquiète plus en fait pour Tony Ferguson, c'est contre Danis Castillo. Il y a plusieurs moments en fait dans le match, même s'il n'a pas été en risque d'être terminé, il y a plusieurs moments où il a donné son dos, où il a été contrôlé en fait assez longtemps par Danis Castillo. Et ça, c'est peut-être c'est un truc que pourrait faire très largement Khabib. Mais d'une certaine manière, moi je pense que Tony Ferguson a rencontré plus de gens qui étaient des lutteurs et qui avaient envie de le mettre sur son dos et de passer sa garde et de travailler dans une position finalement qui est la position que privilégie Khabib. Tandis que Khabib, il n'a pas rencontré énormément de gens qui voulaient vraiment travailler sur leur dos contre lui. Il a rencontré beaucoup de gens qui voulaient se relever dès qu'il les mettait au sol. Il n'a pas rencontré des gens qui s'est dit bon là je vais prendre le round où je vais vraiment travailler sur mon dos et tout. Et ça, c'est la spécialité de Tony Ferguson. Donc, c'est pour ça que le match est très, très. Je te dis vraiment, moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'il se passe ce match. En plus, avec l'attente et le suspense, ce serait chiant si ça n'avait pas lieu. Quoi. Et au-delà de Justin Gaethje, Tony Ferguson, un autre homme, mon cher Polydome. Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs mecs, moi, que je pense pourraient faire de bonnes choses contre Khabib. Après, comme je dis, est-ce qu'ils auront le match ou est-ce qu'ils veulent avoir le match? Ça, c'est déjà, celui qui va l'avoir bientôt, a priori, c'est Conor McGregor. Il faudra qu'il soit au top du top du top, parce que ce qui est sûr, c'est que pour lui, au niveau match-up, c'est un cauchemar. Alors, moi je l'intègre pas là-dedans, parce qu'on a déjà vu le match. Donc, si tu veux, on voit comment ça se... J'ai pas envie de parler de ça spécifiquement, en fait. Évidemment, une revanche, pourquoi pas, j'ai envie de la voir, mais c'est pas un match-up qui m'intrigue particulièrement, encore que Conor McGregor c'est quelqu'un qui montre, qui fait des ajustements et tout, donc je serais pas contre de revoir le truc, mais comme les combats de Khabib sont comptés,
visiblement, hein, d'après tout ce qui se dit et tout, je Oui, préfère c'est à le voir 30-0, il veut s'arrêter. contre d'autres personnes, donc c'est pour ça. Un combat qui aura jamais lieu, mais que moi j'aimerais beaucoup voir, ce serait contre Islam Makhachev. Ça n'aura pas lieu parce qu'ils sont potes et parce que plus ou moins c'est un peu la même relation. Khabib Islam, c'est un peu JSP Rory McDonald, quoi. Ils vont jamais se rencontrer et c'est un peu le dauphin finalement, plus ou moins avoué de Khabib. Donc c'est pour ça, mais c'est un match-up qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que si en grappling et si au sol, Khabib est plus dominant, qui est plus impressionnant, plus agressif. Puis il a vraiment sa technique, elle est archi rodée de lutte en enchaînement et d'asphyxie. Et il laisse moins de place à son adversaire pour s'exprimer. Et justement, moi, ce que j'aime beaucoup avec Islam, c'est qu'il a un striking que je trouve beaucoup plus fondamental. Alors, je ne sais pas s'il est meilleur striker, c'est un peu difficile de déterminer, de dire ça, mais je trouve qu'il a une plus belle technique. Je ne sais pas si elle est plus efficace, hein, mais c'est juste, je trouve il comprend un petit peu mieux. Tu vois, c'est très présomptueux de dire ça de ma part, mais c'est juste l'observation que j'en fais. Alors ça peut lui jouer des tours parce que le seul combat qu'il a perdu, c'est parce que peut-être il avait peut-être un peu confiance en ses mains, il s'est fait surprendre sur un contre. Alors, même contre David Ramos lors du dernier combat, il s'est pris un salut percute. Ah ouais, voilà, il laisse un peu plus d'espace à l'adversaire pour s'exprimer, mais de son côté, je trouve que il a un jeu qui est plus polyvalent. Et finalement, tu vois, dans son combat contre Tsurakan, ou des mecs qui sont bons en lutte et qui peuvent répondre, il a d'autres armes pour justement réajuster en fait sa stratégie. Donc c'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup voir un combat entre ces deux mecs-là, parce que peut-être il n'est pas meilleur que le lutteur que Khabib, mais je pense qu'il a un niveau suffisant pour tu vois, à peu près ne pas rougir dans ce domaine-là. Et après, ce serait marrant de voir ce que ça donnerait debout, enfin, ou dans les transitions, quoi. C'est des mecs ils sont élites, donc ça c'est un combat que j'aimerais. Un autre combat que j'aimerais voir, mais alors les gens vont me rironner quand je vais dire ça, mais c'est un combat que j'aimerais vraiment voir, c'est contre Kevin Lee. Alors il y a plein de gens qui le trouvent surcoté. Alors moi ça me fait marrer parce que Kevin Lee met KO Gillespie, t'as tout le monde qui retourne sa veste en disant ah putain ça y est, il a fait les ajustements, il s'est adapté et tout. Là il perd contre Oliveira, tout le monde dit ah non mais en fait il était surcoté, il a aucun niveau, il gaze et tout. En fait moi j'ai l'impression que c'est plutôt mental le problème de Kevin Lee, c'est que au-delà de son physique, alors, est-ce que c'est possible d'avoir un physique comme ça en lightweight et de tenir 5 rounds? Je sais pas. Ça, c'est pas mon expertise, pas du tout. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un problème de mental, en fait. Que dès que ça coince, il perd un peu son sang-froid. Bon, c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi. Mais pourquoi j'aimerais beaucoup voir Kevin Lee, ne serait-ce que pour le premier round. Premier round Kevin Lee Khabib, ce serait intéressant. Je dis pas que Kevin Lee peut battre Khabib, hein, c'est pas ça que je dis ça, mais je serais curieux de voir ce que ça donne. Regarder droit dans les yeux complètement. Un power wrestler, tu vois, comme Kevin Lee, qui cogne fort, qui a un physique vraiment atypique et qui, tu vois, la faiblesse de Kevin Lee, c'est il se fait avoir en soumission ou sur la longueur. Donc, s'il n'arrive pas à désarçonner Khabib sur le premier round, bah, ce serait très, très, très compliqué pour lui. Ça, c'est certain. Mais juste en termes de puissance pure, voir ce que ça donne, tu vois, je serais curieux de voir ça. Enfin, un autre match-up qui me dit pourquoi pas, juste pour l'intérêt, encore une fois, pour l'opposition grappleur de domination et grappleur de soumission. Oliveira, pour moi, c'est un truc intéressant. C'est intéressant. Oliveira, j'ai envie de le voir contre un top 5 avant quand même. Enfin, tu sais, que ce soit un peu validé dans quelques temps. C'est le problème d'Oliveira, hein, c'est qu'à chaque fois, comme quand il gagne, on se dit ah putain, le mec est super bon, et dès qu'il monte vraiment, qu'il toque à la porte meilleur, on se dit ah merde, en fait, il y avait encore des trucs à ajuster. Mais là, sa victoire enfin, moi je trouve que j'ai l'impression qu'il a vraiment mis les choses à peu près bien en place, parce que même debout, putain, c'est dingue parce que moi je regarde, j'ai regardé beaucoup de ses combats. Notamment les combats qu'il a perdus, genre contre Paul Felder ou des trucs comme ça, où tu dis putain, debout, ça pêche, quoi. Là maintenant, il commence à devenir bon debout, à vraiment frapper fort et tout. Donc c'est intéressant. Après, je sais pas si je peux dire que c'est des gens que je vois battre Khabib. Tu vois, non, je peux pas dire ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ça m'intrigue et je pense qu'ils ont des armes intéressantes
Ouais. à faire valoir contre le style en fait de Khabib. C'est pas contre Khabib, mais c'est contre ce qu'amène Khabib sur la table en fait. Mhm. Et pour le coup, moi, je vais finir là-dessus, ces deux combats, voilà. Bien plus loin de Polydomso, ces deux combats qui sont. Toi, à chaque fois, tes combats sont possibles. Moi, c'est plus du fantasme car nous n'y aurons jamais droit. C'est donc Kamaru Usman en welterweight, Ah mais oui. les deux partagent le même management et en plus, Habib a aucune volonté de monter. Et Georges Saint-Pierre contre Habib Nurmagomedov, mais là aussi, trop tard, impossible parce qu'il faudrait soit qu'il y ait une nouvelle catégorie, soit que Georges Saint-Pierre descend dans lightweight, ce qu'il a jamais fait, à part des rumeurs de weight cutting testé. Enfin bref, deux combats qui malheureusement qu'on ne verra jamais. Donc voilà. Mais ça aurait pu être intéressant là aussi parce que c'est vrai que stylistiquement, là c'est des mecs où je pense aussi qu'ils ils ont les armes pour le coup pour le gêner. Et puis mine de rien, c'est j'ai envie aussi de le voir. Je dis souvent ça, mais c'est pas du tout pour clasher Habib ou autre chose. C'est qu'il y a un côté un peu plus conquérant où tu sais qu'il va sortir de sa zone de confort. Avec ces deux mecs-là, pour lui, il partirait, je pense, un peu outsider et il devrait tenter d'autres choses. Ouais, mais bon, après, on peut pas lui demander. Complètement. Tu Bah vois, oui, genre, ça fonctionne, donc bah voilà, on va pas voilà. changer, on change pas une équipe qui gagne. Et le truc, c'est que, bon, quelque part, quand on dit il faut être conquérant, c'est un peu quand tu es dans une catégorie où, bon, il n'y a pas tellement de challenge, tu vois, genre quand tu es en flyweight ou en light heavyweight et que tu domines, tu vois, pour en nommer que deux. Bah, on attend un peu de toi de te sortir les doigts et d'aller dans des catégories où c'est un peu plus compétitif. Là, on peut pas faire le reproche à Khabib de rester chez les lightweight parce que c'est la Ouah, catégorie non, mais c'est la plus ouais, mais compétitive. même, mais tu vois, mais genre Georges Saint-Pierre sur la fin, on aurait tous voulu le combat contre Anderson Silva. Enfin, tu C'est vois. vrai, c'est vrai, mais bon, quelque part, on lui a jamais fait le reproche qu'on a fait à Demetrius Johnson, d'être resté en welterweight. Ouais, Je ah veux oui, dire, oui, parce on a que dit, ouais, MMA, c'est on ça. aurait voulu, mais comme les welter, les welter, featherweight, lightweight, c'est les catégories les plus relevées. Bah, Exactement. généralement, Oui. on est plutôt magnanime là-dessus. On C'est va dire, plus un bon, petit caprice. c'est que moi aussi, j'aimerais bien le voir contre Georges Saint-Pierre et tout. Mais moi, alors si tu veux, des combats qui me font fantasmer, là, qui sont complètement hypothétiques et qui sont de l'ordre de l'impossible, Habib John Jones. non, mais j'aurais beaucoup aimé voir Khabib actuellement. Ouais. Je prends une machine, la Ah DeLorean oui, ok. Marty Eden, Allez. et je le fais combattre le Eddie Alvarez qui a battu Michael Chandler dans le deuxième match Oui, ah oui, en ça Bellator. c'est ça c'est Polydomso, ça c'est la wild card de Polydomso, ça. Franchement, parce que stylistiquement, je pensais. Alors là, pour le coup, alors il y a plein de gens qui vont m'insulter dans les commentaires et vont dire ouais, il dit de la merde et tout. J'assume totalement, mais je pense que ça aurait été vraiment un cauchemar ce match pour Khabib. Vraiment. Parce que c'est un mec qui bouge super bien, qui est difficile à mettre au sol, qui a une bonne boxe en reculant et qui est 2 fois meilleur quand on lui met la pression. Ouais. Quand tu laisses Alvarez s'exprimer et tout, il s'ouvre parce qu'il a une tendance, tu sais, à multiplier, à vouloir absolument rentrer en anglaise et tout. Et donc il laisse des ouvertures. Et c'est comme ça qu'il s'était fait corriger par Conor McGregor, mais aussi par le Rouskov, là, j'ai oublié son nom, le Oui, russe. oui, complètement One FC, ouais. One FC. C'est parce qu'il voulait rentrer et il s'est fait attraper à un moment donné contre un mec qui était un peu plus fort et qui était juste attentiste, tu vois, qui voulait placer ses contres. Et alors que quand il attend, quand il est debout et qu'il te laisse venir à lui, bah, il est vraiment dangereux. Le KO qu'il met contre Rafael dos Anjos en reculant, et c'est pas un floc, hein, c'est le piège. C'est-à-dire avec le footwork et tout, il place le contre. Et son combat contre Chandler, qui était un énorme lutteur et tout, un bon révélateur, je pense. Et j'aurais vraiment beaucoup aimé voir ça. Enfin, Khabib confronté à ce style-là, t'es un mec qui vient pas, qui se dit pas, il faut absolument que je le mette KO, il faut absolument que j'aille le chercher et tout, qui le dit, vas-y, viens me chercher, c'est en plus Khabib, je pense que il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est pas son point fort, absolument, d'enfermer les adversaires en termes de footwork. Il est excellent une fois qu'il a créé l'accrochage et qui te maintient contre la cage et qui va développer son jeu de lutte en enchaînement. Mais la plupart du temps, c'est pas un mec qui brille par ses déplacements. Enfin, il te pousse pas contre la cage. C'est toi en fait qu'à un moment donné, tu vas stresser, tu vas faire une erreur et c'est sa force aussi mentalement. Il te brise avant que que tu aies développé ta stratégie. Mais c'est pour ça que j'aurais bien aimé voir le Khabib actuel contre le Eddie Alvarez Ouais. de cette époque. Parce que là, le Eddie Alvarez aujourd'hui, je pense il a décliné et c'est pas le même niveau, Ouais. quoi. D'ailleurs, on a failli avoir ce combat-là à l'UFC 205. Mais moi, j'aurais Les tué deux pour voir avaient signé, hein. Ouais, oui, j'aurais tué, mais bon, là,
Là, Eddie Alvarez a fait une connerie, parce que je crois que c'est lui qui a eu le dernier mot là-dessus, ou c'est. Je me souviens plus. Bon, j'ai pas de Non, mais fact-checké c'était de source. justement, en gros, je crois que l'UFC avait fait. C'était. C'était oui, les deux avaient signé pour le combat et c'était au cas où Conor McGregor ne signait pas en fait. Et finalement, c'est Ah, Conor ça. McGregor qui a remplacé Habib. Ouais, parce que moi, dans ma tête, je croyais qu'en fait, Eddie Alvarez et Khabib devaient se rencontrer. Et finalement, il y a eu la négo qui s'est déroulée en parallèle et Eddie Alvarez a forcé en même temps que Conor, évidemment. Et que du coup, ça s'est fait. Et bon, et du coup, je me suis dit, putain, pas de chance pour lui. Bon, il a fait plus d'argent, mais C'est ça. il s'est fait éclater derrière. Donc, du coup, voilà. Voilà Ouais. les matchs que j'aimerais bien voir si c'était possible. En tout cas, c'est intéressant. Moi, ce que, mine de rien, hein, cette catégorie lightweight qui est l'une des plus compétitives historiquement de l'UFC, parce qu'il n'y a pas, je ne sais plus si le recordman de défense de ceinture, j'ai peur de dire des bêtises, soit c'est Frankie Edgar, soit c'est BJ Penn. Il me semble que ça doit être BJ Penn, je pense. Mais Ouais, peut-être je me trompe. ça doit être ouais, peut-être 3 défenses. Donc vraiment, c'est Habib, en tout cas, ce serait intéressant qu'il reste un petit peu assez longtemps, parce que, et là, c'est la deuxième et dernière question donc, de notre cher Arab Sky Zero. Et qui pensez-vous voir avec la ceinture lorsque Habib prendra sa retraite? Bien évidemment, pour lui, il va battre donc Tony Ferguson. Ça bouge vite, hein. Ça bouge vraiment vite. Il y a des gens, ça se trouve, il y a des gens, ils sont pas dans les radars, ils vont arriver, ils vont tout rafler derrière. Il y a des noms qui sortent. Évidemment, Islam Makhachev, c'est un peu le mec qui revient. Il y a évidemment Justin Gaethje. Tout dépend, en fait, tout dépend quand. Tout dépend quand C'est Habib vrai. prend sa retraite, parce que honnêtement, là, il bat Ferguson, il fait ensuite un combat ou je sais pas trop quoi. L'UFC peut très bien remettre Conor McGregor sur les rails très facilement. C'est vrai, c'est vrai. Encore que là, moi je trouve que ce serait vraiment le mauvais plan parce que tout le monde aura beau jeu de dire, ouais, en fait, t'es le champion par défaut. Ouais. C'est ce qui serait terrible, je pense. Ce serait pas là pour le lustre en fait de Connor, ce serait pas le meilleur des plans. Je sais pas. Franchement, la catégorie lightweight, c'est le chaos quoi. Cette catégorie, il y a sans arrêt des gens qui peuvent émerger. Il y a des gens sur lesquels on compte pas, qui se réinventent du jour au lendemain. On en a déjà parlé dans le précédent podcast. Tu vois, personne n'aurait mis un copec sur Diego Ferreira il y a 2 ans, quoi. Et là, le mec, il est en train de faire une remontée. Il a un bon momentum. Et d'ailleurs, franchement, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas ce match Makhachev-Ferreira. Je suis vert parce que c'est un bon test, un test très très solide pour les deux, quoi. C'est dommage. Mais ouais. Peut-être, mon cher Polydomso, peut-être, on ne sait pas. Oui, c'est assez marrant d'ailleurs pour le Habib Ferguson, là, on a l'impression qu'il n'y a pas d'undercard. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est difficile. Je sais pas. Tu vois, par exemple, Guy Spice, c'était un mec qui montait aussi. Il s'est fait stopper mais il peut revenir. Tu sais, il s'est pris un KO, mais il peut rebondir. Et surtout, un KO, honnêtement, enfin, n'importe quelle personne qui se prend cet enchaînement-là finit KO. Enfin, c'est pas un truc où tu te dis, ah ok, on peut douter de sa mâchoire, tu vois. Non, c'était une mise à mort là. C'était un coup fatal, quoi. Ça, c'est clair. Donc, je sais pas. Moi, je dirais, s'il faut donner un nom, je dirais Islam Makhachev parce que si tu veux, comme il a à peu près les mêmes atouts que Khabib et qu'il ne semble pas qu'il y ait pour le moment la réponse qui s'est produite, que les gens n'ont pas encore adopté leur jeu, je vois pas pourquoi la recette marche pour Khabib, mais elle marcherait pas pour Islam Makhachev. À moins qu'il y ait, et c'est ce qui peut très bien se passer dans les prochaines années, qu'il y a un mec qui développe la réponse, qui se soit adapté, et là, à ce moment-là, ce sera quelqu'un d'autre. Mais si on reste sur le même modèle, moi, la seule crainte que j'ai, mais alors c'est une toute petite crainte que j'ai à propos d'Islam Makhachev, c'est que j'ai peur, je suspecte, mais j'ai pas les preuves, je suspecte qu'il n'a pas un super menton. C'est la petite crainte que j'ai avec lui, parce que notamment contre Ramos, à un moment donné, il prend un jab et tu vois, genre, il a petite retombée, mais il se relève et tout. Donc, bon, c'est juste des suppositions. J'ai aucune preuve. C'est pas, tu vois, j'ai pas de moyen de soutenir mes affirmations, mais c'est une petite supposition que j'ai. It's only smell. C'est ça, it's only smell. Non, mais c'est parce que bon, le KO qu'il prend, c'est un contre assez violent, donc là-dessus, on peut pas vraiment tirer de grosses conséquences. Le combat contre Ramos, c'est bizarre, mais bon, à la limite, il y a des moments, tu prends un coup, tu vois pas venir le coup, tu peux. Mais moi, en fait, le truc, c'est que
comme il s'est entraîné, il a à peu près le même background que Khabib, il s'est entraîné dans la même équipe et tout. Je trouve ça intéressant qu'il ait un meilleur, entre guillemets, plus académique, un style de striking plus académique, et qu'il ait une meilleure défense, notamment de striking quand il est en mode défense, défensif. Mais je me dis, en fait, en essayant de tirer des plans sur la comète, en me disant, mais pourquoi est-ce que ce mec-là a développé un meilleur style de striking plus académique, plus défensif que Khabib? Peut-être parce qu'il en avait besoin. Peut-être justement en faisant des sparring, il s'est dit ah merde, en fait je peux pas faire le T34, tu vas rentrer dans le tas et tout. Mais bon, ça c'est que de la supposition. J'ai rien, ça se trouve c'est de la flûte ce que je raconte. Peut-être là il va faire un combat, il va faire une guerre et la crainte sera écartée. Mais donc voilà, donc dans une catégorie de lightweight qui ne bougerait pas trop, je mettrais un billet sur lui. Ouais, non, complètement. Surtout que pour le coup, lui, on va dire tout joue en sa faveur dans le sens où l'UFC a conscience que c'est un prospect, il le développe tranquillement justement. Donc ça peut le faire parce que c'est vrai que pour moi, tu vois, les Gaethje, les McGregor, les Tony Ferguson, enfin en gros, le top 5, t'es à un tel niveau que les mecs vont s'entretuer et quand Habib va prendre sa retraite, bah ils seront soit sur la fin ou soit il leur restera, tu vois, 1 ou 2 gros combats. Ben c'est ça, j'ai un peu la même impression que toi. J'ai l'impression que là, il y a un peu un embouteillage de mecs qui sont vraiment bons. Tu vois, même Dustin Poirier qui peut faire un retour et tout. Enfin, c'est des mecs qui sont élites, mais comme ils se tirent tous dans les pattes, plus ou moins, et que, bah, en fait, qu'ils ont à peu près le même âge, ils sont à peu près de la même génération, bah, ils peuvent arriver à la fin de leur carrière à peu près au même moment. Et donc laisser leur place finalement à la nouvelle garde qui arrive derrière. Islam, finalement, il y a un bon combat là qui arrive contre Gillespie, c'est intéressant. Moi, je suis curieux de voir. C'est contre Gillespie qu'il est booké? Oui, c'est contre Gillespie si je ne m'abuse. Alors attendez, mon chapeau est d'Omso. Alors Islam, c'est Gillespie ou Ferreira? Ferreira, pardon. Bah, les deux sont. Moi, je préférerais Ferreira personnellement, mais Gillespie c'est très bien aussi parce que c'est un excellent lutteur. Très bon chain wrestler, très bon physique. Il est assez agressif en plus de ça, donc ça pourrait faire un très bon combat. Alors, Islam Makhachev. Donc c'était UFC 249, c'était la carte spéciale d'Aguestan. Et donc c'était. C'est oui, mais en plus on avait fait un article dessus contre Alexander Hernandez. Oh merde, oh putain, ouais non, bah non, on nage complètement, c'est pas. Mais à notre décharge, il y a eu plusieurs fois où il a été annoncé. Complètement, il y avait aussi le combat contre Kevin Lee, ça fait un moment que les deux se fèrent. Mais là, tu vois, pareil, en fait, et pour moi, justement, quand il y avait eu l'annonce de ce combat-là, tu vois, ça confirme aussi que l'UFC. ça confirme aussi, mine de rien, que l'UFC, tu vois, pas le protège, mais on va dire, ils ont conscience que le mec est un prospect, donc ils lui mettent Hernandez qui doit normalement battre. Et ça leur permet aussi de gagner tranquillement du temps, tu vois. J'avoue, c'est moins raide que Gillespie ou Ferreira. Mais c'est quand même. Hernandez, il est pas nul. Hein. Les gens ils l'écartent parce qu'il s'est pris une dérouillée contre Cerrone. Ils l'ont monté hyper rapidement aussi. Mais voilà, et il est bon, Hernandez. Hein. Il est très, très agressif. Il a un super cardio. S'il se prend pas des genoux dans le corps en chargeant à chaque fois, comme il avait fait contre Cerrone, d'habitude, il a un super cardio. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Donc, c'est pas plus mal. C'est un peu plus progressif que directement Kevin Lee ou Ferreira ou Gillespie. Mais finalement, il va les rencontrer, ces mecs-là. Moi, j'en suis sûr. Donc, c'est pas plus mal. Bien, un chapeau d'Amso. See you tomorrow. Ouais, pas de recours, rien. Ah oui, mais c'est vrai. Non, mais ça fait. Ouais, parce qu'il faut qu'on prenne des bonnes habitudes. Quoi. Exactement. Les recommandations, une recommandation fight et une recommandation un petit peu plus culturelle de notre cher culturel. Alors culturel, j'ai pas fait mes fiches, je sais pas, ce serait un peu au débeauté, parce que mais dans la même lignée de ce qu'on a fait, ce qu'on a recommandé précédemment. Donc en fight, moi j'aimerais attirer l'attention sur un fighter que j'aime beaucoup, qui a eu un petit passage éclair à l'UFC. Moi, je trouve que c'est pas mérité. Ils l'ont cuté, mais ils auraient très bien pu le garder. C'était un peu sévère de le cuter. Il s'appelle Mats Burnell. C'est le champion du Cage Warrior, il me semble, qui devait rencontrer Morgan Charrière, mais finalement, il a été blessé, donc ça s'est pas fait. J'aime beaucoup ce combattant. Je trouve que il est super intéressant, et il est intéressant pour deux raisons. Il est intéressant parce qu'il a un style de striking de boxe anglaise, mais à l'ancienne, où il fait beaucoup de défense en cross-guard, c'est-à-dire, tu sais, la garde
c'est George Foreman qui avait cette garde ou Ken Norton qui avait cette garde. Et c'est marrant, c'est une garde qu'on voit pas trop en MMA alors que Ken Norton. Oh là Ken là. Norton, bah ouais. Et on la voit pas trop en MMA alors que franchement, elle serait vraiment utile parce que le problème du MMA, c'est toujours la même chose, c'est les gants sont trop petits et donc c'est plus difficile de se protéger. On peut pas faire comme en anglaise, tu sais, la garde peekaboo, tu vois, où t'as tous les gants qui protègent vraiment, qui font vraiment une bonne barrière entre ton visage et les coups. Là, c'est pas possible en MMA parce que les mitaines ne te le permettent pas. Donc, là, pour le moment, l'angle qui est choisi par les gens, c'est de plus se défendre en déplacement, en esquive et en parade. Mais finalement, il y a peut-être des leçons à tirer de la boxe anglaise, mais il y a quelques temps déjà, parce que ces techniques de boxe anglaise, c'est des techniques, on va dire, un peu old school. Et la cross guard, qui est donc la garde croisée, c'est la garde où tu croises les bras en fait en face de toi et que tu vas te protéger en fait avec cette partie-là du bras et enfin tu vas essayer de former une barrière devant toi. Et donc c'est un truc qu'on voit pas beaucoup mais qui est très efficace et lui il l'applique vraiment bien en MMA donc c'est super rafraîchissant de voir ça. Je vous recommande d'ailleurs son combat contre Arnold Allen qui est un très très bon combattant Arnold Allen et honnêtement Mats Burnell avant de déconner sur la fin et de se faire soumettre debout il en fait voir, il en remonte Arnold Allen et notamment avec cette garde il y a même un passage dans le deuxième round où il fait une série d'esquives mais c'est à se pisser dans l'œil tellement c'est magnifique. Donc il y a ça, il y a son striking qui est vraiment atypique. Et en grappling, pareil, il fait des trucs que peu de gens font, et notamment beaucoup de soumissions à partir de ce qu'on appelle la cravate japonaise, hein, la Japanese necktie. Et non, ce n'est pas une position de pratique sexuelle obscure. Hein, je rassure certains parce que des gens pourraient en douter, mais c'est une soumission. Le mieux, c'est que vous tapiez Japanese necktie sur YouTube et vous verrez comment c'est. Espace hentai. Et donc Japanese necktie, c'est une soumission qu'on n'utilise pas trop parce que c'est un peu un truc, tu vois, genre parce que la discussion qu'on avait avant, c'est un peu les techniques dont les personnes pensent que c'est des techniques inefficaces qui ne valent pas le coup d'être étudiées, mais finalement, comme personne les étudie, dès que tu la sors, tu surprends tout le monde. Et donc, il a plusieurs soumissions comme ça. Donc, c'est un combattant vraiment atypique. Il a un style vraiment atypique. J'aurais vraiment aimé le voir combattre contre Morgan Charrière. Parce que je pense que Morgan Charrière, s'il battait Mats Burnell, ça, c'était vraiment Ouais, c'était le galon, quoi. Là, c'était la médaille parce que c'est un mec qui a un niveau, il a le niveau UFC. Hein. Il a été cuté. Je crois qu'il a 2 défaites à l'UFC. C'est Arnold Allen et Michel Prazeres. C'est ça. Et c'est des mecs. L'UFC, ils ont été extrêmement durs avec lui. En plus, ils en ont besoin même pour le marché. C'est marché danois. Il est danois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis même en Angleterre, il est bien installé. Donc une carte en Europe, tu le remets là. Et puis il est excitant comme mec. Et il est bon. Tu vois, j'ai pas très bien compris. Tu vois, parfois c'est étonnant, on ne sait pas. Et donc si Morgan Charrière battait, peut-être ils vont se rencontrer d'ailleurs. Si je le souhaite en tout cas. Comme là, Morgan ne combat pas aux Cage Warriors de ce week-end, a priori, il devrait pouvoir faire le combat pour l'Undisputed Title. Franchement, ce serait cool, ce serait très intéressant. Et en tout cas, si vous connaissez pas ce combattant, je vous le recommande chaudement. Et c'est pas plus mal parce que ça ouvre la voie à d'autres techniques. Et si ça peut vous faire regarder, je sais pas, des combats de boxe d'Archie Moore ou de mecs comme ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les conseils culture, j'ai un conseil culture, mon cher Polydomso. Faites. Allez. Comme vous avez forcément, sûrement, certainement pas mal de temps à tuer, et moi j'ai recommencé. Je me fais l'intégrale de la série The Wire, qui a notamment révélé Michael B. Jordan, Idris Elba, et puis où Dominique West a mine de rien, je pense, le plus beau rôle de toute sa carrière. Et franchement, franchement, super série. Et je prends énormément de plaisir à la revoir. Seul petit bémol, hein, si vous regardez, c'est comme quand vous regardez à nouveau les premières saisons de Friends ou d'autres séries comme ça. C'est donc le format est en 4 tiers, je crois, pour les premières saisons. Donc bon, ça pique un petit peu les yeux, mais il y a son lot de punchline et puis en plus, ça vous permet de comprendre toutes les références que font tous les rappeurs français et américains dans quasiment tous leurs sons. Voilà. Ouais, et puis bon, c'est une des premières séries où tu as vraiment des scènes d'anthologie cinématographique quelque part. Moi, la scène qui me revient tout le temps en tête quand je repense à The Wire, c'est l'espèce de montage où tu as un mec qui explique, en fait, qui fait un parallèle entre la mafia et le jeu d'échecs. Les gens qui ont vu la série verront tout à fait de quelle scène je parle. Mais c'est truffé de trucs comme ça. Et en fait, The Wire a inspiré toute la vague des autres séries qui ont eu derrière en fait Oz ou même tu vois Breaking Bad et tout ça. The Wire, c'est une des premières comme ça à avoir vraiment une prétention cinématographique
avec Non. des personnages hauts en couleur qui ont là-bas. Et déjà, il y a Idriss Elba. Donc, Ouais. déjà, voilà quoi. Donc, pour commencer. Mais d'ailleurs, Idriss Elba, mine de rien, et à chaque épisode, je me dis, ce mec est quand même un peu gâché hein, par Hollywood, mon cher Polydomso. Bah, il y a plein de gens comme ça, des mecs où tu te dis, putain, sous-exploiter le bonhomme. Alors que t'as des mecs surexploités en revanche. Je lâcherai pas des noms, mais parce qu'il sait bien jouer, il a de la gueule et il a du charisme et tout. Bah bon, Exactement. faudrait faire un spécial Hollywood, spécial la sueur Hollywood Mais pour complètement parler de non, ça. parce que mine de rien, Idriss Elba, ses deux plus beaux rôles, c'est ça et puis Luther, la série BBC là. Ouais, c'est vrai. Dans quel film il a joué Que, putain, que des films, parce que je me suis obligé à regarder la plupart. Tu sais, attends, il y a un film avec Sean Penn. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Ah non, moi je sais qu'il était dans Prometheus, mais il Oui. avait un Ah second oui. rôle de second couteau. Et d'ailleurs, Prometheus, Non, c'était pas terrible. c'était pas top, quoi. C'était pas génial. Alors, Idriss Elba, donc la filmographie de ce monsieur. Non, c'est assez triste. Bah, dans Thor, il joue dans Thor, dans tous les Ah oui, Thor. c'est vrai, Il joue effectivement. dans Thor. Nous avons aussi Obsessed, ah oui, le film avec Beyoncé, où ils se font harceler par quelqu'un. Ah, The Losers. Je sais pas si tu l'avais vu ce film-là. Avec Non, Chris non. Evans, bonne série B. Takers aussi. Ah bah, j'ai pas vu. Je sais J'ai pas pas si- vu. Ah, mais si. Ah, par contre, mon cher Polydomso, vous l'avez vu, celui-là, Rock'n'Rolla. Ouais, si, ouais. J'avais même oublié qu'il jouait là-dedans. Oh C'est non, vrai qu'il joue dedans, ouais. Ghost Rider, il joue dans Ghost Rider 2. Oh, Ça, c'est moins glorieux, c'est moins glorieux. c'est terrible. Et puis après, voilà, c'est The Gunman, le film. Et puis, ah, Bastille Day. Ah oui, le film qui a pas pu sortir en France. Exactement. Non, Et, mais et voilà, et ça, c'est peut-être le plus terrible, c'est Dark Tower avec Matthew McConaughey, ah qui a oui, ouais, mais compris. pareil. Idée Le truc à terrible. vider. Après, il y a des mecs aussi comme ça qui sont un peu maudits, hein, qui choisissent un Ouais, mais peu bon, les. là, j'ai envie de dire, choisis un meilleur agent parce que tu le sentais quand même le coup venir que Dark Tower, ça allait un peu bider, quoi. Non, mais en fait, en plus, c'est pas mal parce que c'est un lien avec les sports de combat parce qu'il a fait un combat de kickboxing, je crois, il y a quelques années. Ouais, c'était une série avec, je crois, la BBC, pareil, qui l'avait suivi pendant toute sa préparation. Ouais. Donc parfait, donc vous pouvez vous mater The Wire et du coup la série de la BBC où il prépare son combat en kickboxing. Voilà, la boucle est bouclée bien. Carrément. Williamso, à la prochaine. Swear.